Un podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons polis, le podcast qui vous explique calmement et de façon compréhensible, on l'espère, la politique. On revoit les bases toutes les semaines avec mon camarade Nemo. Vous écoutez l'épisode bonus consacré à la fonction publique, on essaie d'expliquer ce que c'est. Là, c'est l'épisode bonus, c'est-à-dire qu'on a enregistré en direct sur Twitch, et là, vous écoutez la partie questions et réponses avec le public. Bonne écoute. Merci beaucoup. Je propose qu'on va passer à la section réponses aux questions, parce que je vois qu'il y en a. Louisa qui nous dit, pour la catégorie A, ça peut être effectivement des Bac plus 3 avec une solide expérience pro. Effectivement, c'est juste que souvent, quand tu es Bac plus 5, tu peux aller d'office en A, mais c'est effectivement avec une solide expérience pro, tu peux avoir des équivalences. Melville qui demande, est-ce qu'on a des exemples de militaires qui refusent des ordres ? Alors moi, je n'en ai pas connaissance là en tête. Par contre, je sais que... notre camarade Fanny de ludologie avait cité le cas de bibliothécaires qui avaient préservé des œuvres dans le cadre de leur travail de conservateur et de conservatrice, alors qu'il y avait eu la censure à leur époque. Alors j'ai plus le nom des ouvrages en tête, mais je vous recommande d'aller consulter. C'était dans une conférence du Stunfest 2017, je crois. Voilà, alors... Je lis les autres commentaires. À propos de cette culture des diplômes qui finalement nous mèneront ou pas, qui ne mèneront pas où on voulait, vous, profil autodidacte, je vous recommande la web-série Les Autodidactes. Ah, c'est possible, il faudrait que je regarde. L'objectif. Oui, c'est vrai que la fonction publique a souvent cette image de quelque chose de très carré, de très organisé. Et c'est vrai que l'autodidacte et la fonction publique peuvent apparaître, enfin en tout cas dans son organisation, peuvent apparaître assez contradictoires. Donc je ne sais pas vraiment s'il y a beaucoup d'autodidactes qui se sont retrouvés fonctionnaires, mais ce serait une étude intéressante. Alors pour le coup, oui, je peux témoigner là-dessus. Moi, j'ai un profil plutôt journalistique à la base et je me suis retrouvé en tant que webmaster et community manager. C'est assez proche, tu vas me dire. Mais justement, mon côté touche à tout, qui fait du podcast, etc., a permis d'ouvrir des portes. En fait, disons que ta progression hiérarchique va être plus ou moins freinée selon tes diplômes. Et je ne parle même pas si tu n'as pas le concours de la fonction publique. L'objectif... Après, ouais. c'est pas juste au niveau. Il n'y a pas que dans la fonction publique. Pour témoigner du privé, malheureusement en France, le diplôme fait beaucoup et sert beaucoup. Et c'est vrai que lorsqu'on n'en a pas, on a beau avoir toute l'expérience qu'on veut, il y a souvent des freins administratifs assez idiots, mais qui existent. Alors, c'est Landry qui nous dit, l'objectif financier, c'est justement ce qui a nui à l'intérêt général. Le service public est là. Pour servir le public à l'intérêt général. Exemple, les hôpitaux avec la logique des séjours. Effectivement, il y a ça. Je recommande, c'était l'émission, le podcast Splash, très bon podcast sur l'économie, qui expliquait qu'on était passé à une logique de... les hôpitaux ont un budget, je crois, à l'acte et à la valeur de l'acte, ce qui fait que par exemple, plutôt que de vous donner un comprimé, il vaut mieux vous faire une intraveineuse parce que ça rapporte plus au niveau budgétaire à l'hôpital. Effectivement. Alors, si vous voulez, il faut une bonne dose de cynisme, mais si vous voulez vous intéresser à la façon dont fonctionnent les hôpitaux, renseignez-vous, il y a des tas d'émissions, de podcasts qui ont été faits sur le sujet, mais c'est vrai que alors que ça paraît être un truc, on va dire, fondamental de soigner les gens, il y a toute une logique financière qui prend le dessus et qui est d'un cynisme, je trouve, assez dingue. Quand on y pense. La façon dont sont traités le personnel hospitalier, donc voilà, des choses comme ça. Je pense qu'il y aura des mouvements à venir, mais c'est parfois assez cynique. Question de Suzy Q. Est-ce que le peuple peut donner son avis sur les budgets alloués au service public hormis les élections ? C'est une très bonne question. Alors, effectivement, à part les élections...
Alors, il existe si, enfin, Il y a c'est les budgets c'est complexe. participatifs, En par fait, exemple, effectivement, localement. ouais, il y a les budgets participatifs, mais il y a, je pense qu'on parlait plutôt de budget national là pour le coup, puisque les budgets, enfin, il existe des services publics locaux, c'est pas le souci. Mais comme je disais, la fonction publique, les budgets, on va dire, c'est le côté très pratique de la politique. Et effectivement, ça va dépendre de ceux qui ont été élus pour diriger ça, mais tous les élus sont sensibles, ne serait-ce que, on appelle ça du lobbying, on appelle ça des défenses d'intérêts, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, les élections ne sont pas le seul moyen dans une démocratie d'influencer sur les décisions. Il faut se regrouper, il faut faire des groupes d'influence, etc. Mais il y a des moyens de peser. Par contre, c'est vrai que ça demande du temps, c'est complexe et ça ne marche pas toujours. Donc voilà, l'élection n'est pas la seule réponse, mais aucune réponse pour influer sur les budgets n'est simple. C'est ça qu'il faut. Je vais de mon point de vue. poursuivre ta réflexion. Et alors, effectivement, Suzy Q, dans les commentaires, évoque les élections et aussi les manifestations. Qu'est-ce qu'on peut faire, en gros, pour être écouté hors ces temps-là qui sont effectivement très particuliers? Et le maire élu, il a le budget de sa commune. Effectivement, il a le budget de sa commune. Pour le coup, le maire est élu par son conseil municipal. Il y a un autre moyen de répondre à cette question de est-ce que le peuple peut donner son avis sur les budgets alloués, c'est l'intervention individuelle. Et je prends un cas qui est très intéressant et qui est reproduit pour diverses occasions. C'est le cas des radars, ou même des 80 km/h. Ce qu'on a vu pour les radars, quand ça s'est multiplié, donc il y a à peu près 10 ans maintenant, c'est qu'on a eu un grand nombre de citoyens et de citoyennes qui ont contacté leur élu local, leur député, leur maire, etc., pour protester contre l'implantation de radars. Et ça a débouché sur le retrait d'un certain nombre de radars. Et on a vu ce mode opératoire se reproduire plusieurs fois. Je pense notamment aux actions que font les membres de la Quadrature du Net, qui souvent invitent à contacter son député ou son député européen pour justement expliquer différents arguments et que au moins l'élu, quand il va devoir voter telle ou telle proposition de loi ou projet de loi, il puisse voter en toute connaissance de cause et qu'il ait eu, entre guillemets, un lobby des deux côtés. Voilà. Et on peut penser, sans que ce soit une question budgétaire, mais moi je pense notamment à la question des 80 km/h. Ça a été le fait de passer les routes, la limitation de vitesse de 90 km/h à 80 km/h sur les routes, les deux voies, en gros, il n'y a pas de bande de séparation au milieu. Ça a été quelque chose qui n'a jamais été accepté. Alors on en pense ce qu'on en veut, hein, mais il se trouve que je pense qu'énormément de gens se sont plaints de ça à leur maire, à leurs députés, à leurs représentants, etc. Et ce qui fait qu'en réalité, la décision qui avait été votée et prise n'a jamais véritablement imprimée sur le terrain, n'a jamais vraiment été acceptée sur le terrain, d'où l'espèce de situation un peu bizarre auquel on a eu après, avec un semi-recul où grosso modo, il y a les 80 km/h, mais pas partout. Voilà. Donc, on s'éloigne un peu de la sujet de la fonction publique, mais l'influence que peut avoir l'électeur, elle n'est pas uniquement par son bulletin de vote. Et ça, il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire, si vous pensez que vous n'avez de l'influence qu'en votant une fois tous les X élections, en réalité, c'est pas vrai. Par contre, influer sur la décision, ça reste difficile, malgré tout. Je vais reprendre la question de Célandry qui nous dit, alors j'essaie de synthétiser sa question, il ou elle me corrigera si je me trompe, qu'est-ce qui représente le mieux la fonction publique, l'intérêt général ou l'utilité publique? C'est compliqué comme question. C'est compliqué, je suis en train d'essayer de process. J'aurais tendance à dire que l'utilité publique est quelque chose parce que l'intérêt général, c'est quelque chose qu'on dire de plus institué parce qu'il y a une ligne politique qui a été normalement démocratiquement décidée, hein, je pense. Oui, c'est ça, parce qu'en fait l'intérêt général peut différer de la décision publique. Je vais donner un exemple. Je me rappelle de cette formidable émission de reportage qui s'appelait Striptease, qui était des reportages sur des personnes assez exceptionnelles. Et à un moment donné, c'était sur une assistante sociale, décidément, et en fait elle était face à quelqu'un qui avait le droit à un emploi aidé parce qu'il était en procès avec une entreprise de transport. Il avait une entreprise de transport et il était en procès avec TNT.
à l'époque. Et donc du coup, comme il avait tout perdu dans le procès, enfin le procès lui avait tout coûté, TNT lui avait coupé les vivres, il avait dû fermer son entreprise et il avait obtenu un emploi aidé. Un emploi public aidé. Donc c'est une décision, on pourrait dire, c'est l'intérêt général, puisque à quelqu'un qui a une difficulté, on lui donne un emploi aidé pour qu'il puisse rebondir. Sauf que au moment où il doit commencer son emploi aidé, il gagne son procès et il va toucher une forte somme d'argent. Et toute la question est, est-ce qu'il doit quand même avoir son emploi aidé? Et l'assistante sociale, si je me souviens bien, défend que oui, parce que son travail de service public, c'est de dire cette personne a des droits, elle avait le droit à ça, et le fait que les circonstances extérieures ont changé ne change pas cet état de fait. Donc l'intérêt général, ce serait plutôt de penser qu'il n'a plus le droit à cet emploi aidé, mais l'utilité publique pourrait être de dire aussi qu'il a le droit. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que qu'on est plus dans le cas de la fonction publique et du service public dans l'utilité publique plutôt que l'intérêt général. Et on pourrait aussi répondre, enfin, j'essaie de comprendre un peu la logique de cette personne, enfin de cette assistante sociale manifestement, c'est de dire que si c'est un emploi aidé, c'est un emploi qui est utile à la nation, aux citoyens, citoyennes. Enfin, moi, en tout cas, je voulais pas trop en parler, mais c'est vrai que là, moi, la situation actuelle, la crise du Covid, me pose vraiment une question par rapport à l'utilité publique, ce qui a d'ailleurs un peu poussé ce sujet. Et c'est vrai que les emplois aidés sont normalement reconnus d'utilité publique. Oui, après, c'est compliqué parce que moi, la notion, c'est surtout l'intérêt général. Parce que l'intérêt général, c'est véritablement, c'est quelque chose qui, pour moi, se définit de façon assez subjective. Parce que on en revient aux questions politiques. Si tu penses qu'il faut augmenter le nombre de missions du service public parce que c'est important, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, de ton point de vue, l'intérêt général est de faire de faire ça. Alors que quelqu'un pourrait t'opposer le raisonnement inverse. Et pour lui aussi, ce serait l'intérêt général. Alors que l'utilité publique, c'est de l'utilité envers le public. C'est-à-dire c'est un service qu'on veut lui rendre. Et que la manière dont ce service est rendu n'interfère pas avec la notion d'utilité, en fait. Je sais pas si je suis très clair. Mais... Alors, l'emploi aidé, donc effectivement, donc Suzy Q, qui a d'ailleurs réalisé les génériques, me dit que donc c'est effectivement un emploi aidé ce qu'il veut faire. Donc, public, asso, oui, mais parce qu'effectivement, il y a des assos qui sont reconnus d'utilité publique, d'ailleurs, ce qui ouvre voie à des subventions. Faut savoir que notamment dans le cadre de rescrits fiscaux, donc c'est-à-dire que les gens sont en partie détaxés sur leurs dons aux associations, ils peuvent effectivement, ils doivent avoir normalement, je crois, le statut d'utilité publique. Donc ça fait partie effectivement de ces choses-là, et donc c'est que manifestement la structure où tu postules est dans ce cadre-là. Si on a des briefs extraits du conseil municipal, je recommande la... Ok, d'accord. Je connais pas Riviera Détente. Ok, ça marche. Canicule et conseils municipaux. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires sur la fonction publique. En tout cas, moi, ça me semblait important de rappeler ces différentes choses. J'espère qu'on n'a pas été trop brouillon. Près-coup, je me rends compte. C'est un sujet touffu et complexe, hein, donc on touche à la fois à l'économie, à la philosophie, à la façon dont on envisage l'État, etc. Donc voilà. On a une dernière question, je pense. Oui, alors... Une dernière, peut-être pas, hein, je m'avance. Peut-être, ouais, si d'autres... En tout cas, là, les liens que vous mettez, je les mettrai en commentaire, dans les fiches de description. Pour quelqu'un qui veut prendre le temps de s'y intéresser, quelle source ? Alors, moi, j'ai consulté le site donc, de la fonction publique. C'est un peu compliqué. C'est un peu... en fait, le problème, c'est que c'est quelque chose de très situé. Et ça dépend qu'est-ce que tu cherches. Si tu cherches à être embauché dans la fonction publique, le site de la fonction publique est très 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 bien là-dessus. Ou si
si au niveau, tu cherches par exemple des comptes rendus de c'est quoi la fonction publique au global. Je vous mettrai dans la description le rapport sur la fonction publique, le rapport de 2019 qui en fait concerne l'année 2017 à 2018. Ne serait-ce qu'en consultant le sommaire, tu peux déjà avoir un certain nombre d'informations sur la situation. Beaucoup de personnes sont dans ce cas. Alors, quand t'as pas d'infos de base sur la fonction publique, moi le conseil que je te donne, c'est très simple. C'est d'aller sur service-public.fr. C'est un truc de service pour le coup. C'est le portail officiel de l'administration française. Et rien que parcourir le site, même si t'es pas dans des cas qui te concernent, ça te permet de mieux comprendre l'étendue de ce que représente le service public. Ensuite, tu peux t'intéresser à différents sujets. Tu peux prendre la justice, par exemple. Pour prendre la justice, tu as différentes façons de t'intéresser. Tu peux t'intéresser à la façon dont ont été traités de grands faits divers. Tu peux t'intéresser aux débats qui ont eu lieu sur l'organisation des tribunaux, le budget qui en est fait. Il y a d'autres cas, il y a d'autres trucs. Il y a le travail, par exemple. Par exemple, il y a les inspections du travail, il y a tout ce qui concerne les lois qui ont été passées sur le code du travail. Il y a plein de choses. C'est un sujet qui est vaste. Et moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est pour commencer, c'est d'aller vers le sujet qui vous intéresse le plus. Regardez un sujet qui vous intéresse, regardez la façon dont c'est organisé et décortiquez un peu. Prenez un peu de temps pour décortiquer un petit peu comment c'est fait si vous ne connaissez pas ce domaine. Et en réalité, le sujet est touffu, mais il n'est pas complexe. C'est-à-dire que en fait, les questions qui se posent sont assez simples, mais elles sont nombreuses. Et du coup, ça peut vous alimenter votre réflexion politique et ça peut aussi vous aider à vous positionner si par exemple vous ne savez pas trop où vous êtes. Et ça peut aussi vous aider, si vous êtes déjà positionné politiquement, à renforcer encore vos convictions en y ajoutant des questions pratiques et du coup des solutions pratiques et proches des problèmes concrets de tout un chacun. Et effectivement, Kamen Soviet dans les commentaires qui nous conseille www.vie-public.fr. Je reprends la question. À noter que l'administration française est plutôt bien représentée sur Internet. Moi, ça a toujours été un truc que j'ai remarqué, c'est que je ne sais pas qui se charge de service public ou vie publique, etc. Mais j'ai toujours trouvé que l'administration française était plutôt bien foutue en ce qui concerne les ressources Internet. Parfois, c'est le texte qui est plus compliqué. Oui, voilà. La lettre et l'esprit de la loi. C'est ça. Quand c'est pas le référendum ADP, tout à fait. Oui, quand c'est pour l'aéroport de Paris. Là, pour le coup, c'est vraiment l'antithèse de tout ce qu'il ne faut pas faire sur Internet. Louisa qui pose la question: comment rendre la fonction publique attractive pour les jeunes et moins jeunes? J'y ai fait un passage de 2 ans et demi et je suis reparti dans le privé pour avoir meilleur salaire, plus d'avantages. Alors, c'est une question qui est très très intéressante parce qu'effectivement, je l'ai un peu évacuée parce que, voilà, c'est que, comment dire, effectivement, si vous souhaitez travailler dans la fonction publique, il va y avoir des concessions que vous êtes prêt à faire, et d'ailleurs, moi, c'est ce que je vous conseille de dire en entretien, pour être tout à fait transparent. C'est de dire que, oui, vous allez être payé moins que dans le privé pour le même travail. Il y a certains avantages que vous n'aurez peut-être pas. Vous en aurez d'autres aussi. C'est une histoire de calcul. Par exemple, c'est aussi une histoire de culture. Moi, je sais que dans les différentes structures où j'ai travaillé, il y a eu un grand respect du droit du travail et des droits des travailleurs. Voilà, on va sur les horaires, il n'y a pas forcément la culture du présentéisme. Il peut y avoir, mais c'est pas chez tout le monde. Si vous avez par exemple, je sais pas, des problèmes avec vos enfants, votre famille, etc., généralement la hiérarchie, une vraie culture est très très compréhensive là-dessus. Mais surtout, comment rendre la fonction publique attractive pour les jeunes et les moins jeunes? Moi, pour ma part, c'est pour ça que j'ai travaillé, et là pour l'instant je suis entre deux boulots. Moi, c'est la question du sens. C'est que hormis certaines choses qui sont peut-être un peu trop déconnectées du terrain, généralement, quand vous faites quelque chose dans la fonction publique, c'est que ça a un sens et que ça a un impact concret. Alors que si vous étiez, je sais pas, moi, dans une agence de publicité ou, je sais pas, chez Fing, je prends un exemple au hasard, effectivement, le côté vital et mon travail a un impact bénéfique sur mon pays, ma ville, ma commune,
Euh, c'est là où je verrais ça. Moi, j'ai envie de Alors, oui, j'ai envie de répondre à cette question sur comment rendre la fonction publique attractive. Je pense que la fonction de service public, je vais reprendre ta notion de sens, je pense qu'elle est là. Je pense que les conditions de travail, je pense que la définition des fonctions, l'organisation, tout ça alors, ça a un poids concret, certes, mais ça a peu de poids par rapport à ce qu'on veut faire pour les autres. Je pense que vraiment la notion de service public est enfin, on est obligé de l'attacher à la notion de fonction publique. Et la question est, est-ce qu'il faut vraiment rendre la fonction publique attractive ou est-ce qu'il faut plutôt relancer la notion de service public pour attirer les gens vers la fonction publique et pour qu'ils la changent de la façon dont eux la voient? Parce que la fonction publique, elle échappe pas au renouvellement des générations, elle échappe pas au changement du monde, etc. Donc, la question qui est de dire, est-ce que je dois aller dans la fonction publique alors que je n'aurai pas le salaire que je veux? Bah, si la question est uniquement au niveau du salaire, c'est que peut-être la question est mal posée, en fait. On a tous le droit d'avoir des avantages et de vouloir des avantages, un meilleur salaire. C'est pas quelque chose de mal en soi. C'est juste de se dire que, est-ce que c'est ce qui compte le plus? Est-ce que le sens que va me donner cette mission de service public est pas plutôt important pour moi? Moi, le service public, c'est quelque chose auquel je suis très attaché en tant qu'être politique, etc. Alors que dans la vie de tous les jours, bah, je travaille dans le privé. Mais je trouve quand même que le boulot que j'effectue a un sens. J'y trouve un sens, j'y trouve un intérêt qui est, et c'est une chance, hein, c'est une vraie chance, hein, je m'en cache pas. Mais moi, il se trouve que le sens que j'aime donner à mon travail existe à la fois dans le service public et dans le privé, mais j'ai trouvé du travail dans le privé. Donc voilà, je pense que la notion d'attractivité d'une fonction est pas forcément c'est pas la façon dont j'envisage le travail. Mais ça, c'est une notion qui est très personnelle. effectivement, Louisa qui nous répond, vous êtes mignon parce qu'il faut bien payer les loyers parisiens. Oui, Et mais effectivement, après, ça, c'est une vraie question. et oui, on peut reposer la question de comment sont définis les loyers, la propriété immobilière, etc. Mais c'est Ouais, ouais. Et je suis d'accord avec toi, hein, sur le fait qu'on peut travailler en entreprise privée et à côté, dans des assos, faire du militantisme. C'est exactement ce que je fais dans ma vie, hein. Donc ça, j'ai aucun souci avec ça. Juste que voilà, si travailler dans le service public ne te permet pas de vivre, bah oui, effectivement, il n'y a pas de raison à ce que tu prennes le service public si matériellement ça t'empêche de bien vivre. C'est tout à fait entendable. C'est juste que est-ce que la notion d'attractivité est vraiment l'angle selon lequel on veut aborder la fonction publique? C'est une question qui se pose et pour ma part, j'y apporterai une réponse négative, mais chacun verra. Pour clôturer un peu cette question-là, moi je trouve que tu as souligné un point intéressant en disant qu'il faut peut-être renforcer la notion de service public ou du service au public. C'est que effectivement, on l'a dit tout à l'heure, une entreprise privée peut rendre ce type de service et parfois mieux que l'État. Hein. Ah oui. Par exemple, aux États-Unis, il y a un très très grand nombre d'agences de sécurité, de renseignement, etc. et qui font parfois un meilleur travail que les administrations publiques dans ce secteur-là. Au Danemark, il y a aussi une grande culture des agences. Donc là-dessus, est-ce que, oui, Moi, je vais prendre un exemple. je suis pas, je voudrais pas qu'on paraisse pour des fervents défenseurs de la fonction publique et qu'il faut tous bosser en public, c'est génial. Effectivement, on a chacun ses objectifs, on a chacun ses ambitions personnelles, professionnelles. Et effectivement, il y a des choix à faire. Et choisir, c'est souvent renoncer, dans un sens comme dans un autre. Voilà. C'est une question, encore une fois, qui appelle c'est vraiment beaucoup de questions. Pas forcément des questions complexes à comprendre, mais les réponses, elles le sont vraiment. Alors, je vais prendre la question de JB. Peut-on imaginer un monde où nous serions tous fonctionnaires? Oui, on peut. On peut toujours imaginer des choses. Non, c'est pour répondre plus sérieusement. C'est une éventualité. Effectivement, une organisation publique intégrale du travail est une possibilité. Je ne sais pas s'il a existé des sociétés où ça a été vraiment le cas à 100%, mais c'est une
une utopie, une dystopie selon ton point de vue politique qui peut totalement s'envisager, mais elle doit se réfléchir parce que ça signifie également que si tu n'as qu'une seule entité publique, c'est-à-dire si cette entité s'effondre, le pays s'effondre. Alors du coup, voilà, ça pose des tas de questions. Le principe de continuité du service public montre l'engagement des fonctionnaires, surtout en temps de crise. Oui. C'est vrai. Mais ça existe aussi dans le privé. Ça existe aussi dans le privé. C'est bête à dire, mais par exemple, la nourriture, l'agriculteur, c'est pas un service public. Et pourtant, lui, il doit continuer à travailler parce que ce qu'il rend, c'est au niveau, et là on parle cette fois, de l'intérêt général. Et il rend un service également au public. Donc, cette notion de continuité, elle est très présente dans le service public, dans de nombreuses choses, et notamment on peut parler du personnel hospitalier qui, lui, véritablement dédie sa vie à un service qui ne peut pas s'arrêter. Parce que là, aujourd'hui, on est dans une période particulière, mais même quand on est dans une période en dehors d'une pandémie, le service hospitalier, il ne peut pas s'arrêter. C'est pareil pour la police, c'est pareil pour les pompiers, etc. Donc voilà, il existe le principe de continuité de ton travail, le principe de le pays ne peut pas tourner sans ce que je fais. Il existe dans de nombreux métiers. Et service de communication, Orange, Free, etc. Voilà, c'est bon là, ma connexion Free est totalement dégueulasse, mais sans ça, elle a le mérite d'exister. Question de Suzy, est-ce que votre émission est un service public? Alors, je pense pas. Non, je dirais non. Pour une fois, je pense pas que ça soit un service public. Je ne sais même pas comment on définirait notre émission. Je ne saurais même pas. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. C'est une initiative associative, je sais pas. Ouais. J'ai envie de te dire, est-ce qu'on laisserait pas le public décider? Voilà, et ça, effectivement, c'est la meilleure chose à faire. Rends les subventions. On n'est pas subventionné. Alors, via l'association, donc Studio Dilettante, on a un Tipeee. Si vous allez sur tipeee.com/studio-dilettante, vous pouvez faire des dons. En fait, nous, ça nous permet de payer du matériel, de l'hébergement, etc. Mais on ne touche pas personnellement l'argent. Et on ne touche pas de subvention. Pourquoi ? Parce que c'est juste trop relou à faire des demandes de subvention. Parfait, ma perche a marché. Est-ce qu'on ne se quitterait pas là-dessus, sauf s'il y a des dernières questions, des derniers commentaires ? Je sais pas. 30 secondes. Ah la vache, la pression, les pauvres. Quels sont vos podcasts politiques ou actus préférés ? Oh là là. Écoute, moi, je vais répondre à gauche toute, c'est facile. Celui que tu co-animes avec donc JB et Max Sao. T'en écoutes pas d'autres ? J'écoute pas énormément. En fait, j'écoute beaucoup de services publics radio, France Inter, France Info, ce genre de choses. Je suis assez traditionnel dans mes sources politiques. Donc, c'est Mediapart, Les Jours, Le Monde, etc. S'il y a La République Irréprochable, je crois que c'est comme ça. LCP qui fait un très bon taf, c'est vrai. La République Inaltérable, tu veux dire ? Inaltérable, oui, pardon. Ouais. La République Inaltérable. Non, il y a plein de choses. En fait, je mange tellement à tous les râteliers que non, mais c'est vrai en plus. J'écoute tellement, beaucoup moins en ce moment, mais en période. Oui, Acropolis, la chaîne Twitch de Acropolis aussi. Très bien. Ouais. J'en aurais pas à dire de préféré. Il y a tellement de choses à faire. Le seul truc qu'il faut éviter, c'est vraiment. Tout ce qui est oui déjà tout ce qui est sensationnalisme. Déjà dès que vous voyez des trucs genre qui sont là, en fait c'est simple, quand vous voyez un titre, peu importe quel côté pour le coup, mais dès que vous voyez un titre qui vous avez l'impression qu'il parle plus à vos tripes qu'à votre intelligence, c'est que déjà c'est un signal d'alerte. Ça c'est une règle que je me fixe, c'est que quand le machin me fait oh là là machin c'est scandaleux machin, je fais ok calmons-nous. c'est voilà. Et oui, Les Jours sont un très bon site. Moi, de mon côté, en fait, j'ai une vision, j'ai une pratique assez masochiste, en fait. Moi, j'adore écouter les trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord. Je me fais une cure de temps en temps, en fait, de trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord. Sardoche. Alors, Sardoche, effectivement, je lis Sardoche de temps en temps. En tout cas, ses tweets, c'est toujours très instructif. Dans un sens comme dans un autre. Non, c'est que j'écoute de temps en temps RTL, BFM Business, Le Figaro. Alors, je vais pas jusqu'à acheter Le Point ou Valeurs Actuelles, mais je regarde. Valeurs Actuelles, c'est vraiment ma limite. Je trouve que Valeurs Actuelles,
Alors c'est le point de vue de l'extrême droite, donc voilà, mais Valeurs Actuelles a ce côté un petit peu sensationnaliste que je déteste, en fait, dont je parlais tout à l'heure. Ouais, Mais mais en fait, d'autres moi, je trouve... médias bien à gauche le font aussi, hein. Oui, tout à fait, hein, c'est clair. Enfin, oui. Et pour le coup, moi, je suis pas un gros extrémiste à gauche. Ouais, je trouve intéressant et par exemple, c'est pour ça que je trouve qu'effectivement, Sardoche, ça montre un point de vue sur la société. Je suis d'accord avec Suziku là-dessus. C'est que ça montre effectivement une culture très particulière avec des biais. En fait, moi, je danse effectivement à picorer comme ça un peu partout. Et après, essayer de chercher des choses un peu plus posées. Et j'aime beaucoup le titre de la dernière vidéo de Horizon Gull, qui est une très bonne chaîne YouTube que je recommande, qui est, je crois de mémoire, c'était Jugez moins pour comprendre un peu plus. Et Horizon Gull, donc c'est deux personnes, je crois, qui font des vidéos autour de la psychologie cognitive. Et en fait, eux, ils s'intéressent justement sur comment on peut modifier la perception des choses. Et c'est vraiment très bien, ça déconstruit pas mal de choses sur l'image. Ils ont fait une très longue vidéo sur la publicité automobile et les biais machistes qu'il y a dedans. Justement, comme quoi s'acheter une bagnole, ça rend puissant, etc. Et sur le monde façon, politique, c'est savoureux. Moi, je veux bien acheter une bagnole, mais on a le droit d'aller nulle part en ce moment. Alors... Non, mais voilà, c'est pour revenir sur les sources, je pense qu'on terminerait. Oui, la série Baron Noir, j'ai pas encore regardé, mais tout le monde m'avait dit tellement bien, c'est scandaleux, il faut vraiment que je la regarde. Le confinement va peut-être m'aider pour ça. Du coup, oui, pour les sources, vraiment, moi, la règle numéro 1, voilà, c'est le sensationnalisme en général, c'est une grosse pointe d'alerte. Et après, surtout, il faut savoir fixer ses limites. Il faut savoir que la liberté d'expression, voilà, elle existe dans ce pays, mais la liberté d'expression ne signifie pas que vous avez à écouter tout le monde. S'il y a des personnes qui sont fondamentalement mauvaises pour vous, qui sont toxiques, elles n'ont pas un droit à votre écoute. Et vous n'avez pas un devoir à les écouter. C'est pas parce que vous voulez vous informer sur plein de points de vue différents qu'il faut prendre les points de vue qui vous apparaissent toxiques. Je vais citer un cas personnel. Je suis contre la peine de mort, mais c'est vraiment une conviction fondamentale. Je ne vais pas aller regarder un débat avec quelqu'un qui est pro-peine de mort parce que je considère que ça fait partie de mes limites. Donc voilà, c'est quelques règles de base comme ça que je recommande. Plus que conseiller tel ou tel site, c'est véritablement essayer de trouver à la fois des médias qui vous parlent parce que voilà, ils vous renforcent intellectuellement et politiquement, et aussi faites comme a dit Adrien, essayez d'aller aussi voir ceux qui vous piquent, qui vous challenge, pour citer un truc de start-up, mais éloignez-vous des gens toxiques, vraiment. Parce que ce soit en politique ou dans la vie, vous allez perdre votre temps. Et c'est dangereux. Pouvez-vous faire un épisode politique sur la politique dans le couple? Alors, je ne pourrais pas personnellement. Ça pourrait être intéressant. Il faudrait voir langue, il faudrait qu'on travaille langue. Je vais par rapport sur les recommandations. Trouver quelqu'un d'autre. Ouais, enfin, disons que ça demande plein de recherches. Mais c'est à creuser. Peut-être moins de détourner la question. Moi, je vais conclure cette question justement des conseils. Moi, alors, je vais faire ça en deux temps. Premièrement, je vais reprendre une citation qu'on retrouve dans le podcast Comment c'est raconté, qui est un podcast d'analyse des scénarios de films. Et en fait, à chaque fois, il y a une virgule avec quelqu'un qui dit quand tu aimes quelque chose, analyse pourquoi tu aimes, et quand tu n'aimes pas quelque chose, analyse pourquoi tu ne l'aimes pas. Dans le sens où c'est peut-être volontaire que tu ne l'aimes pas. Et j'ai un peu cette approche-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup Horizon Gull et les trucs d'analyse, parce que au moins, ça me permet de comprendre pourquoi j'aime ou j'aime pas telle ou telle chose. Souvent parce que y a des questions de valeur derrière, et ce au quoi je suis d'accord ou pas d'accord. Et quelqu'un qui le fait très bien, c'est mon deuxième point, et ça va être ma conclusion, je pense, ce sont les chroniques politiques de Frédéric Saïs, qui est le chroniqueur politique de France Culture, qui, en fait, lui, plutôt que de dire quelque chose, ah bah tiens, c'est bien ou c'est mal, ou ça a été mal géré, il y a un problème de communication, souvent, en fait, il va analyser, un peu comme le fait Clément Viktorovitch d'ailleurs, c'est la technique. C'est quel est l'outil qui a été déployé à ce moment-là et pourquoi et à quelle fin. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette approche. Et si j'ai un conseil, c'est effectivement intéressez-vous à l'analyse des discours et à l'analyse des techniques politiques. Alors, donc sur la question de couple, comment on peut tolérer un mec de droite ou LRM, c'est pareil.
L'amour, je sais pas. C'est le pouvoir de l'amour. Allez, Le pouvoir de next. Disney, tout ça, on a le droit. Hein. C'est bon. Le pouvoir de l'amour. En plus, c'est vrai, c'est marrant parce que je regardais hier une BD de Emma quelque chose sur la charge émotionnelle, qui disait qu'en fait, malheureusement, dans les couples hétérosexuels, la femme avait souvent beaucoup la charge émotionnelle, c'est-à-dire que c'était elle qui prenait soin des gens, qui rappelle à son mec est-ce que tu as appelé ta sœur pour son anniversaire, etc. Et notamment à un peu, malheureusement, révéler ses opinions, et c'est dommage. Donc je pense que comment peut-on tolérer un mec de droite ou LRM ? Déjà, c'est pas, on peut être de droite et être quelqu'un de bien, c'est souvent ce que je dis, mais heureusement, il y a plein de gens très bien de droite. Hein, Et de gauche aussi. Hein. Et de gauche aussi. Voilà, Hémaclite, oui, voilà, c'est ça. Bref, voilà. Sur ce, je pense qu'on peut stopper là. On peut s'arrêter là. Ouais. Très bien. Bon, merci beaucoup Nemo. Merci Adrien, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Allez, même heure, même endroit. On te retrouve en attendant sur À Gauche Toute, Canapé Game et Les Pyrénées. Voilà. Et toi, on te retrouve dans Ludologie, même si l'activité de tous ces podcasts sont comme l'activité de tous les podcasts, et de beaucoup de podcasts en tout cas, un petit peu compromise en ce moment. Donc voilà. Mais malgré tout, la vie continue, bordel de merde. On essaye tant bien que mal. C'est pas simple pour tout le monde. On espère en tout cas que vous nous excuserez. Ouais. Mais en tout cas, ça continue. Voilà. Ça continue pour Restons Polis. Ouais. Merci à Suzy Q pour le générique. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, alors j'ai pas ma citation, j'ai pas bien fait mon boulot. Je vous remettrai donc toutes les références qu'on a évoquées dans la fiche de description. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.